Bonjour à tous, ça va? Bon. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Frédéric Camblor, je suis un développeur web chez une petite société de services qui s'appelle 4SH à Bordeaux. Et on va parler de TypeScript aujourd'hui. Alors, ça va pas être une présentation de TypeScript, les features du langage, etc., même si on va un petit peu le voir. Le principe de ce talk aujourd'hui, c'est vraiment de dire, à partir d'une application dite legacy, en full JS, et on va voir comment on peut se mettre à mettre du TypeScript là-dessus, pour que dès lundi, vous puissiez faire pareil. Donc ça va vraiment être ça le discours, montrer qu'on peut migrer à TypeScript de manière incrémentale, et du coup on va voir ça progressivement. C'est un talk en fait que j'ai fait au Jug, au Bordeaux Jug, il y a 2 semaines, dans une version un peu plus longue, qui a duré 1h50. Donc là aujourd'hui, j'ai dû compresser pour que ça rentre dans les 45 minutes. Donc vous verrez qu'il y aura certains sujets sur lesquels je ne m'appesantirai pas. Si vous voulez avoir des infos supplémentaires sur ces sujets-là, n'hésitez pas, shameless plug, à aller regarder le talk qui est sur YouTube, qu'ils ont publié il y a quelques jours. Autre chose, le QR code là, il renvoie vers un repository, donc vous avez l'URL là-bas, un repository GitHub, parce que ça va être du live coding, donc c'est le dernier slide de la présentation, et du coup les sources qu'on va manipuler là sont dispo sur ce repo, et alors je vais pas le faire pendant cette session parce que ça prend du temps, mais pendant la session du Jug, chaque étape a un commit en fait dans ce repository. Donc vous pouvez éventuellement revenir sur ce que j'ai fait si vous n'avez pas suivi, et avoir le déroulement de tout le live coding si vous voulez en allant regarder les commits du repository. Bon, on va commencer. Alors déjà je vais vous faire un petit tour du propriétaire, ce sur quoi on va travailler. Alors c'est une appli, en fait c'est une appli que j'ai développée en interne pour 4SH. En fait, à 4SH, on a des... Waouh, si les notifications commencent à venir m'embêter, ça va m'embêter. Oh, ok. Normalement, ça aurait pas dû, mais bon. Donc c'est une application que j'ai développée parce qu'en fait à 4SH, on a des workshops internes qu'on fait toutes les 2 semaines. Et c'est une application qui permet de voter pour le sujet du workshop de la fois suivante. Donc voilà, donc une appli très très simple, il y a 3 pages, une page qui liste tous les workshops, une page où on vote et une page où on a les résultats. Je ne vais pas m'apesantir plus sur l'application parce que finalement en 45 minutes on ne va pas voir grand chose de cette application, on va juste voir cette home page ici pour voir comment elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est l'application. Et le source, ce qui va nous intéresser un peu plus. Donc c'est une appli Angular 1. Il n'y a pas besoin de passer à Angular 2 pour faire du TypeScript. On peut en faire sur n'importe quoi, hein, sur React, sur peu importe. Et donc, appli Angular 1 avec un index HTML en tant que page d'accueil. Tous nos scripts JS sont dans l'arborescence script là, avec un app.js qui bootstrap Angular, peu importe les détails. On a trois contrôleurs qui correspondent à nos 3 pages. Et on a des classes utilitaires, hein, version et workshop logger, sur lesquelles on va mettre le focus dans les minutes qui viennent. Voilà notre appli. Donc, premier truc qu'on va faire pour migrer à TypeScript, c'est on va installer TypeScript. Donc, vous faites un npm install TypeScript. Hop. Alors, vous pouvez utiliser Yarn. Hein. Je vous encourage à utiliser Yarn si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais bon, là, on est sur une app legacy, alors on n'utilise pas encore Yarn. Cool, ils sont pas sortis de nouvelle release depuis ce matin, c'est cool. Donc c'est la dernière version de TypeScript qu'on va utiliser aujourd'hui, donc la version 2.2.2. Qu'est-ce que ça nous a apporté, ce truc-là? Ça nous a mis dans le répertoire bin un exécutable qui s'appelle testc, qui est notre compilateur TypeScript, qui est du coup est en version 2.2.2. Ce compilateur TypeScript, en fait, il a besoin d'options de compilation. Les options de compilation, en fait, on les décrit en TypeScript dans un fichier qu'on appelle testconfig.json.
que vous pouvez placer un peu là où vous voulez. Généralement, on le place à la racine des sources. Donc là, en fait, mon répertoire app, c'est le contexte root de mon application. D'accord. Donc là, du coup, il est au contexte root, mon test config. Et il y a un ensemble de... Donc dans ce test config, vous allez spécifier un ensemble d'options de compilation pour le compilateur TypeScript. Vous allez aussi pouvoir pas passer que des options de compilation, il y a du paramétrage, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails de ces options de compilation. Si vous avez plus d'infos, allez voir le jug. Ce sur quoi je vais surtout insister, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de migrer une application existante qui est écrite en JS. Donc en fait, il va falloir dire à TypeScript de cohabiter avec des fichiers JS. C'est-à-dire que TypeScript, de base, il va prendre en compte que des fichiers TypeScript. Il ne va pas prendre en compte vos fichiers JS. Ce flag allo.js, là, ça permet de dire à TypeScript, prends en compte aussi mes fichiers JS. Et prends-les en compte dans le process de compilation. Autre truc important, le fichier de sortie. Donc en gros, TypeScript, il va me générer ce fichier-là. Donc il va être dans ce point .mp, là, qui a pour l'instant rien du tout. Et donc le process, là, en faisant ces deux configs, là, allo.js et outFile, le comportement du compilateur TypeScript, ça va être le suivant. Je pars du test config, je cherche dans l'arborescence, à partir du test config, tous les fichiers JS et TS que je vais avoir à compiler. Si c'est un fichier TS, je le transpile en JS. Alors, TypeScript est un transpiler, c'est-à-dire qu'il va prendre un fichier qui est écrit en TypeScript et il va le transpiler en JS. En JS dont la target c'est ES5, donc un truc qui va fonctionner dans la plupart des navigateurs. ES5, c'est l'aspect ECMAScript 5, c'est les navigateurs, elle est sortie en 2009, donc la plupart des navigateurs aujourd'hui l'implémentent. Donc en gros, on va avoir un fichier, on va pouvoir utiliser des features qui ne sont pas disponibles aujourd'hui nativement dans les navigateurs et compiler du JS qui vont nous permettre de les mimiquer. Donc, je prends tous les fichiers, le compilateur va prendre tous les fichiers TS, il va les compiler en JS, il va prendre tous les fichiers JS, il va les garder tels quels, et à la fin, il va tout concaténer dans un seul même fichier qui sera le outFile. Il va tout concaténer dans un ordre plus ou moins déterministe, autrement dit aléatoire. Donc, comptez pas trop sur l'ordre de concaténation des fichiers. Vous allez voir, ça peut avoir une importance, en tout cas au début, cet ordre, mais c'est pas une bonne chose de jouer là-dessus. Ok, j'ai mis mes options de compilation TypeScript. Du coup, je vais lancer maintenant mon compilateur. Donc, hop, je vais faire un tsc-papp. Donc ça, c'est pour lui dire où se trouve mon projet en fait. Donc il se trouve dans le répertoire app. En fait, il va chercher le test config dans ce répertoire-là. Et en fait, on a un mode watch -w qui va, chaque fois que je vais faire une modification sur un fichier TS ou sur un fichier JS, va relancer le compilateur de manière incrémentale. Okay. Donc là, en ayant juste fait ça, il m'a normalement produit dans mon .mp un fichier tsapp.js qui correspond en fait à la concaténation, je ne vous ai pas menti, à la concaténation de l'ensemble des fichiers JS. Pour l'instant, je n'ai pas de fichier TypeScript, hein, donc il m'a concaténé mes 6 fichiers là, en un et un seul même fichier. Ça me permet de faire un premier truc, c'est que dans mon index HTML, hop, je vais ouvrir, là où avant, sur mon app legacy, je référençais mes fichiers 1 à 1, là je peux dire, hop, j'arrête de référencer tout ça, et je référence mon fichier tsapp. Alors là, j'ai un grunt serve qui me sert à la fois ce qu'il y a dans app et à la fois ce qu'il y a dans .mp. Donc si je lui dis tsapp.js, il va le trouver. D'accord. Ça refresh. Donc là, mon appli a l'air de toujours fonctionner. Si je vais regarder ma classe, ma page HTML, on voit que c'est bien le tsapp qui est servi. Si je vais voir dans les sources, mon tsapp, c'est bien le même. Et j'ai des source maps qui ont été mis en place. Alors là, je ne me suis pas appesanti sur le test config là-dessus, mais j'ai mis une configuration pour générer les source maps. Ce qui me permet du coup de ne pas avoir à débugger le fichier compilé, mais de pouvoir débugger mes fichiers de départ. Donc là, je peux débugger mon
app.js par exemple, mettre des points d'arrêt là-dedans, rafraîchir, et mon navigateur va s'arrêter ici. Je n'ai pas besoin d'aller mettre des choses dans tsapp.js. Ok, ben voilà, on a migré à TypeScript, vous pouvez partir. Bon, c'est pas vraiment vrai, mais c'est la première étape pour vous montrer que voilà, mettre en place TypeScript sur un projet, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors, pour vous présenter quelques features du langage, en fait, je vais créer notre premier fichier TypeScript qui va s'appeler sandbox.ts, peu importe, avec un certain nombre de cas d'école sur ce qu'on peut faire en TypeScript. Alors, TypeScript, c'est un superset avec ECMAScript, qui lui-même est, donc qui est le standard. Donc, TypeScript n'est pas quelque chose de standard. Mais en fait, si vous écrivez un fichier ECMAScript, vous pouvez le renommer en TS, ça va fonctionner. TypeScript, lui, ce qu'il va faire, c'est rajouter tout un ensemble de types sur les différentes variables, fonctions, etc. que vous allez définir. Mais c'est du typage optionnel. C'est-à-dire que si vous pouvez tout à fait ne rien typer, c'est ce qui est le cas en ECMAScript, ça fonctionnera. Donc, un cas d'école TypeScript, donc on peut faire des classes TypeScript. Si vous faites de l'ECMAScript 6, ça devrait, c'est pas nouveau pour vous. On a des constructeurs, on peut passer des paramètres aux constructeurs. Alors ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a des types. Alors les types, ils sont préfixés, donc c'est pas comme en Java où vous mettez votre type à gauche, là il est à droite le type. Et puis on a un compilateur qui va vérifier qu'on ne peut pas mettre des types incohérents les uns dans les autres. Donc là je suis en train d'essayer d'affecter un number dans un string, et il me dit attention, number n'est pas assignable à un string. Hop, on va revenir là-dessus. On a des méthodes. Donc là les méthodes, ça existait aussi en ECMAScript. On a ce qu'on appelle les backcode strings qui permettent de faire des strings sur plusieurs lignes, d'interpoler des variables dans les strings. Ça aussi, rien de nouveau par rapport à ECMAScript. Et on a des méthodes statiques sur nos classes. Voilà. Donc là j'appelle une méthode statique. Et au niveau déclaration de variables, en fait, on va faire var hello égale new hello. Là, il me dit attention, tu ne peux pas appeler le constructeur sans paramètres. Donc il faut deux paramètres, un number et un string, et là ça fonctionne. J'ai pas eu besoin de typer ma variable hello. En fait, j'aurais très bien pu faire un truc comme ça, pour dire ma variable hello elle est de type hello. Ce truc-là, j'ai pas eu besoin de le faire. Mon IDE, il sait reconnaître que sur ma variable hello, j'ai un attribut pubfield et une méthode sayHello, parce qu'en fait, il y a de l'inférence de type dans TypeScript. Donc là, le compilateur il est suffisamment intelligent pour savoir que à droite, c'est un hello, donc à gauche, ça sera un hello. Alors, par rapport à ECMAScript 6, il y a deux nouveaux trucs, enfin il y a un nouveau truc vraiment important ici, c'est la définition des attributs sur une classe. Ça, on ne pouvait pas le faire en ECMAScript 6. Donc on n'avait pas cette méta-information qui permettait de dire ma variable hello, là, elle a ces méta-informations, et du coup je suis capable de savoir qu'il y a un champ qui est public. Ah oui, alors j'ai pas précisé, donc il y a 3 niveaux de visibilité, un peu comme en Java, public, private, protected. C'est exactement les mêmes règles du jeu qu'en Java si vous faites du Java. Et vous pouvez aussi les mettre sur les méthodes, etc. Donc ces trucs-là, en ECMAScript 6, ça n'existait pas. Donc ça, c'est une nouveauté de TypeScript. Voyons voir ce que ce truc-là, ça nous a généré. Alors là, j'ai des breakpoints qui pètent un peu partout. Voyons voir dans le test app ce que ça nous a généré. Alors moi, je trouve que le code qu'il génère est quand même assez clair. Donc notre classe, elle est représentée par une fonction qui est auto-appelée. Ici, en fait, il déclare la fonction et il l'appelle. À l'intérieur de cette fonction, on a notre constructeur là, qui a le même nom, qui a un nom de fonction éponyme avec le nom de la classe. Les méthodes, elles sont définies sur le prototype de ce symbole là, hello, donc qui permet de dire je vais avoir une implémentation différente qui est variable en fonction du this lorsque j'appelle cette méthode. Et on a des méthodes statiques qui sont déclarées directement sur le symbole hello
pour dire, ben voilà, cette méthode elle est partagée entre toutes les instances. Bon. Ça, alors, il nous a les backstrings, là, vous voyez, il a remplacé les choses par les interpolations par des concaténations, il a mis des entités de la chaîne quand je suis revenu à la ligne. Bon, rien de bien exotique. Ce qui a changé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, les deux lignes ici, on ne les retrouve pas dans le fichier compilé. Donc, en fait, ces deux lignes-là, elles vont être juste utilisées par le compilateur, elles ne vont absolument pas se retrouver au runtime. Et, chose importante également, tout ce qui est check sur les types, etc., vous n'allez pas non plus les retrouver au runtime. Je vous donne un exemple. Là, en fait, le symbole hello, il existe, donc je peux tout à fait faire un new hello, et je peux tout à fait faire un new hello qui prend aucun paramètre. D'accord ? Chose que, là, quand j'ai essayé de le faire tout à l'heure, le compilateur m'a dit non, tu n'as pas le droit de le faire. Là, dans ma console JS, j'ai le droit de le faire. Il n'y a pas du code, TypeScript ne va pas générer du code qui va vérifier que vous appelez bien les trucs. D'accord ? Il va générer du code qui, au runtime, va vous faire confiance pour bien appeler les trucs. Normalement, vous ne devez pas appeler les trucs. Si vous passez par la phase de compilation TypeScript, vous savez pas, c'est logique, quoi. Ok. Autre chose, autre truc qui là pour le coup n'existe pas en ECMAScript, en TypeScript, on a une notion d'interface. Une interface, en fait, c'est un peu comme en Java. C'est un truc qui a des méthodes où je peux dire, par exemple, j'ai une méthode hello qui retourne une string. Ma classe, elle peut implémenter mon interface. Pardon. Hop. Là, il me dit attention, il faut que tu implémentes, pour implémenter ce truc-là, là, il faut une méthode hello. Bon, là, il m'a mis un truc un peu dégueu, mais je pourrais faire un truc comme ça. Et donc là, il est content. Une interface en TypeScript, ça peut aussi avoir des attributs. Donc là, pareil, il me dit pour que hello soit cohérente avec ce contrat qui est l'interface, il va falloir que tu déclares un attribut. Alors là, il m'a pas mis le type devant, c'est implicitement public. Mais voilà, pour implémenter ce truc-là, il faut que j'ai un attribut foo. Si je mets un attribut foo qui est number, je ne suis plus compatible avec mon interface. D'accord ? Ok. Donc, interface un peu comme en Java, mais avec des attributs en plus. Finalement, les interfaces, en fait, c'est pas du tout comme en Java. En fait, il faut, vous allez voir, hop, quand je regarde dans le code qui est généré, en fait, à aucun endroit, on voit MyInterface. En fait, si je regarde, si j'essaie de chercher le symbole MyInterface, il me dit référence error, MyInterface is not defined. Donc, ça, c'est un truc important à savoir. Les interfaces, en fait, c'est vraiment uniquement utilisé comme des types et uniquement utilisé par le compilateur TypeScript. Donc vous n'allez pas du tout les avoir de disponibles au runtime. Vous n'allez pas pouvoir vérifier au runtime que votre variable hello, elle est instance of MyInterface, parce que MyInterface n'existe pas. Ça explique une des raisons pour lesquelles dans Angular 2, on n'a pas d'injection par interface, parce qu'en fait au runtime, on ne peut pas connaître l'information de l'interface. Alors, un truc qui va être un peu bizarre. Alors là, en fait, je peux tout à fait dire que ma variable hello, c'est de type MyInterface. Alors du coup, en fait, si je dis ça, j'ai plus que les méthodes uniquement disponibles sur mon interface. J'ai plus les. En fait, si je revenais comme ça, hop, là j'ai toutes les méthodes de la classe hello. Et quand je dis ça, j'ai que les méthodes de mon interface. Donc je peux dire ma variable, c'est une interface. Ce que je peux faire, et ça va faire hérisser les poils des javaïstes, c'est que je peux enlever le fait que mon hello implémente ma interface, et pour autant, je peux quand même dire mon new hello, là, je peux le mettre dans une variable qui est de type MyInterface. Ça, en Java, on ne pourrait pas le faire. Pourquoi on peut le faire ici? Parce que TypeScript fait ce qu'on appelle du typage structurel, c'est-à-dire que si votre opérande de droite là, ressemble à une MyInterface, eh bien, vous pouvez considérer que la variable elle pourra être de type MyInterface.
Typiquement, là, si dans mon interface j'avais dit que foo était de type number, là mon hello ne respectait plus le contrat, donc ça ne fonctionne pas. Ok. Donc ça c'est un truc important. Ça va servir à quoi? Ça va servir à typiquement représenter en fait les interfaces, en vrai, ça va servir à représenter ce qu'on appelle les objects littérales. Donc un object littéral, vous en faites tous les jours, c'est quand vous faites ça. Quand vous faites un truc avec des accolades et que vous dites foo, et puis vous dites hello, c'est une fonction qui retourne une chaîne par exemple. Ok. Donc ça c'est un object littéral. Là je peux tout à fait dire que hello2 est de type myInterface, le compilateur ne va pas gueuler. Ok. Donc les interfaces, d'une manière générale en TypeScript, vous allez les utiliser pour représenter les objects littérales. Un object littéral, c'est quoi? C'est ce qui vient de votre serveur, c'est le JSON, généralement. Et dans le JSON, en fait, on a rarement des fonctions. Si vous mettez des fonctions dans votre JSON, c'est qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que finalement, les interfaces, très souvent, c'est pour ça que je disais que ça ressemble finalement pas beaucoup à Java, très souvent, les interfaces, ça va être utilisé pour décrire une structure, donc l'ensemble des attributs de votre grappe d'objets, et pour vérifier que pour avoir une cohérence comme ça quand vous codez, pour être capable d'avoir de la complétion, de la documentation, etc. sur votre code. Ok. Dernier truc dans les sandbox, notion d'export et d'import, qui est une notion très importante. Admettons que j'ai un deuxième fichier là, où je fais une constante qui vaut là. Hop. J'aimerais bien en fait utiliser cette constante dans mon sandbox.ts. Admettons là, hello from sandbox. Hop, et j'aimerais bien faire bla. En fait, en TypeScript et en ECMAScript en général, vos symboles, ils sont juste accessibles à l'intérieur de vos fichiers. Donc là, je pourrais utiliser bla à l'intérieur de ce fichier, mais par contre, les autres fichiers n'ont pas connaissance de ce truc-là, jusqu'au moment où vous faites un export. Donc là, le mot-clé export permet de dire, je partage avec l'extérieur ce symbole qui s'appelle bla et qui va être valorisé de cette manière-là. Ici, je peux faire un import de bla. Donc là, mon import, il m'a rajouté ce truc-là là-haut. Import bla from sandbox2. Et du coup, je peux récupérer ma constante d'à côté. Alors ça a un impact. Si je refresh, mon appli ne marche plus. Bon, j'ai pété mon appli. Juste avec un import et un export. Pourquoi? En fait, le simple fait de rajouter un import et un export dans un fichier TypeScript fait que le compilateur va considérer que ça devient un module. Et donc du coup, à cause de ça, en fait, il va wrapper tout votre code dans un define pour dire je suis en train de définir un module qui s'appelle sandbox, qui a des dépendances et qui va exécuter le code qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Ça, c'est un impact fort. Ça a deux impacts forts. Premier impact fort, il faut que vous ayez une fonction qui s'appelle define. Et là, en fait, si on regarde dans la console, j'ai un message d'erreur qui est rigolo. Define is not defined. Donc ça, en fait, ça veut dire que je n'ai rien à ma disposition. Je n'ai pas de fonction qui s'appelle define. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que votre code, avant, en fait, il était exécuté en synchrone, c'est-à-dire qu'il est à la racine de votre fichier JS, donc il était exécuté directement une fois que le fichier avait été parsé par le navigateur. Là, en fait, on va utiliser require.js. Je vous spoil un peu la suite. On va utiliser require.js qui, du coup, va charger les choses de manière asynchrone. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, il va juste exécuter les define, et ensuite, il n'exécutera le code à l'intérieur du define que si quelqu'un a besoin du module que vous avez défini. D'accord ? Alors ça va changer beaucoup de choses sur votre appli. C'est le truc qui va changer beaucoup de choses sur l'appli et qui va être la marche la plus grande à gravir, sachant que ça peut très bien se passer, hein, mais ça va être la marche la plus grande à gravir si vous voulez vous mettre à faire du TypeScript sur votre projet Legacy. Donc on va fixer le problème. Premièrement, en fait, on va installer require.js sur le projet.
Alors pourquoi require.js en fait dans le test config.json pour ceux qui ont suivi. Ici en fait j'ai dit que j'allais vouloir générer des modules qui sont au format AMD et require.js en fait c'est une implémentation AMD de tout ça. Alors j'espère que ça va marcher. Ok, ça marche. Et du coup je vais l'importer dans mon index. Hop. require.js. Donc là, déjà, ça devrait marcher un peu mieux. Quelques problèmes de Wi-Fi, je pense. En fait, les workshops, là, je vais les chercher sur Internet. Donc, si j'ai pas de Wi-Fi, ça met du temps. Ok, donc là, mon application compile. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention, avant, j'avais un hello from quelque chose qui était affiché dans ma console. Là, je ne l'ai plus. Parce que, en fait, personne a eu besoin. Alors, en fait, à un moment donné, j'ai dit Sandbox a besoin de Sandbox 2. Par contre, à aucun moment, j'ai dit que quelqu'un avait besoin de Sandbox. Donc, du coup, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le code qui est là-dedans, là, il n'a jamais été exécuté. En fait, si je fais un require de hop, Sandbox, comme ça, pof, là, il m'exécute mon code pour la première fois. Et il exécute qu'une seule fois. Hein, c'est require.js, il gère des singletons, entre guillemets. Il va n'exécuter vos modules qu'une seule fois. Et donc là, il faut que je fasse un require de Sandbox pour que ça fonctionne. Donc ça va être, encore une fois, la marche la plus importante. Malheureusement, on n'aura pas le temps de voir comment mettre en place les imports aujourd'hui. Mais par contre, j'en parle très longtemps pendant le talk. C'est la deuxième partie du talk, en gros, qu'on voit sur le talk du Jug. Donc si vous voulez plus de détails, et notamment migrer une application Angular 1 et avec des modules, allez regarder le talk, vous apprendrez en gros tout ce qu'il faut voir. Là en fait on va se focaliser sur migrer des choses qui sont assez simples. Ok, donc pour l'instant on a juste fait Mumuse, on n'a pas commencé à migrer du code. On va commencer à migrer du code. On va migrer en fait ce truc là, la workshop logger, qui est dans notre arbre de dépendance une feuille. Alors ça va être plus simple de migrer des feuilles. En fait, dans tout votre graphe de dépendance, vous allez plutôt avoir intérêt à migrer des feuilles au départ, pour deux raisons. Parce que vos feuilles, elles n'auront pas d'autres dépendances. Donc vous n'aurez pas. Non, ça sera simple, ça ne devrait pas être très compliqué à migrer. Et ensuite, vos feuilles, par définition, elles vont être utilisées par d'autres trucs. Donc ces autres trucs bénéficieront de votre typage que vous aurez défini dans ces premiers fichiers que vous aurez migrés. D'accord ? Donc là, on est en train vraiment de se projeter dans votre futur, si vous voulez migrer à TypeScript. Du coup, migrer un fichier, ça va être premièrement le renommer, donc de JS à TS. C'est le premier truc à faire. Alors les use strict, vous n'en avez plus besoin en TypeScript, parce que vous avez un compilateur qui va déjà vous faire beaucoup de checks sur votre code. Et alors là, le premier truc qu'on peut voir, c'est que bon, on a quelques trucs en rouge. Alors là, quelques trucs en rouge, c'est Angular, c'est Handlebar, c'est underscore ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce print sac-trace. Et puis là, il y a autre chose qui est une autre erreur que ce dont je vais parler là maintenant. En fait, là, notre problème, c'est comment TypeScript il est capable de savoir qu'il existe une variable globale qui s'appelle Angular et qui a été importée par une librairie tierce. Donc là, on est en train de toucher à l'interopérabilité de TypeScript avec des librairies qui seraient écrites en JS et pas en TS, et du coup sur lequel vous n'avez pas de typage, a priori. Et du coup, comment ça marche, quoi. Alors là, en fait, vous allez avoir trois options. Première option, que je qualifierais de l'option du gros port, c'est de faire un truc comme ça. Hop. Et là, j'ai fixé mon problème en à peu près 5 secondes. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un mot-clé qui s'appelle declare. Donc declare, ça veut dire au compilateur, quelque part, il existe une variable, fais-moi confiance, il existe une variable qui va s'appeler Angular et qui va être de type any. Alors ça, le type any, c'est le type magique qui permet de dire au compilateur, TKT, je gère, je sais ce que je fais, m'embête pas, dès que je vais appeler des trucs sur cette variable, m'embête pas.
Alors ça, typiquement, hein, ça veut dire que j'ai clairement pas de complétion. Hein. Si je fais Angular.quelque chose, bon, bah, voilà. Je peux appeler mes méthodes n'importe comment. Il ne va pas me jeter. Mais j'ai résolu mon problème en 5 secondes. Ce qui, des fois, est pas mal. Hein. Enfin, ça m'arrive d'avoir recours à ce truc-là. La deuxième option, en fait, ça va être faire les trucs proprement et d'utiliser ce qu'on appelle les types. Alors les types, en fait, c'est des paquets NPM. Donc là, en l'occurrence, on va faire Angular. En fait, c'est un truc qui, la syntaxe, c'est de faire, c'est un paquet NPM qui va s'appeler addTypes / le nom de votre librairie. Donc c'est un paquet NPM comme un autre, qui a un ensemble de versions. D'accord. Donc là, en fait, dans mon bower.json, je suis en Angular 1.5.8. Donc, dans mon cas, je vais installer un types Angular 1.5.8 parce que j'ai vu que la 1.5.8 là était dispo. J'ai de la chance. Du coup, j'installe mes types Angular 1.5.8. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand on a fait ça? Dans notre node module, ici, on a un répertoire types avec Angular et on a un fichier qu'on appelle un fichier de déclaration, un fichier DTS, qui va en fait décrire toute notre API. Alors, en fait, il faut voir les fichiers DTS comme pour ceux qui ont fait du C, C++, un peu comme les fichiers .h, où en gros, vous décrivez votre API. C'est-à-dire vous allez décrire tous les types que vous avez manipulés dans votre API, toutes les variables, toutes les fonctions qu'on peut appeler sur ces variables, etc. Les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Donc ça a vocation, ces fichiers DTS, là, ils ont vocation à aider le compilateur, mais aussi à aider le développeur, parce que là, vous voyez, en fait, dans les fichiers DTS, il y a aussi de la documentation. Donc là, alors, ça compile pas, mais ça, c'est IntelliJ qui est juste un peu nul. Je ne sais pas pourquoi, en fait, la première fois qu'on fait un install de types, il faut relancer le compilateur pour que ça soit pris en compte. Après, ça va, enfin, sur les autres installations, il n'y aura pas ce problème. Et du coup, là, en fait, quand on fait un Angular.module, alors Angular. Déjà, j'ai la galaxie de l'API Angular à ma disposition. Et là, en fait, module, il me dit, voilà, module, ça prend un name et un ensemble de requires, qui sont des paramètres optionnels, etc. Si je fais un commande-clic sur module, j'arrive sur la doc de ma méthode, qui peut me donner quelques informations supplémentaires par rapport à comment je dois l'appeler. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je me rappelle que quand je développais mes applis qui n'étaient pas en TypeScript, j'avais tout le temps 3 onglets d'ouvert, un onglet vers la doc d'Angular, un onglet vers la doc de Lodash, un onglet vers la doc de Moment.js. Parce qu'en fait, je voulais savoir comment on appelait telle fonction, quels paramètres il fallait passer, etc. Ben là, aujourd'hui, quand je fais du TypeScript, j'ai plus ces onglets-là, parce que quand je veux avoir de l'information, je clique sur le truc que je manipule et je peux voir son API et je peux rechercher dans l'API très facilement. Donc en termes de documentation, c'est quelque chose de très pratique. Ça. Ok. Donc ça, c'est la version propre. La version propre est la version de j'ai de la chance parce que je suis sur une version suffisamment récente d'Angular pour qu'elle ait eu un DTS de disponible. Ça ne va pas arriver tout le temps. Déjà, vous allez avoir deux possibilités. Premièrement, vous allez avoir la librairie qui a des types de définis, mais pas exactement dans la même version que celle que vous utilisez. Alors là, du coup, soit vous avez de la chance et l'API n'a pas trop changé, et vous pouvez prendre une autre version qui sera plus ou moins compatible, et ça marche, c'est cool. Soit vous êtes dans le cas où vous avez une API qui a vraiment changé, ou que vous n'avez pas du tout de types de dispo, et bah là, dommage quoi. Donc CF, première option du Crado, vous avez cette option-là, et vous avez une option qui est de carrément écrire vous-même en fait, le fichier DTS. C'est pas très compliqué à écrire en fait, un fichier DTS, et vous n'êtes pas du tout obligé de décrire l'exhaustivité de l'API de votre librairie. Limite, vous pouvez juste décrire les fonctions que vous appelez, et j'irai même plus loin, les fonctions que vous appelez le plus souvent. Parce que finalement, si vous déclarez, si une fonction vous l'appelez qu'une seule fois,
dans tout votre code, vous faites un declare any et ça suffit, quoi. En fait, la plus-value, ça va vraiment être si vous appelez une API très souvent pour vous garantir que vous l'appelez bien. Ok. Alors du coup, je dois avoir dans mes trucs comment installer les types pour les différentes librairies là, qui posent problème. Alors Handlebar, en l'occurrence, Handlebar et Lodash sont des librairies relativement mainstream, donc du coup, il y a des fichiers DTS. En fait, il y en a de plus en plus, des fichiers DTS. Le seul truc, c'est que en fait, vous allez souvent avoir des fichiers DTS sur des versions récentes, plutôt récentes, parce que TypeScript c'est quand même assez récent, et pas sur des vieilles versions. Donc bon, il faut voir, faut peser le pour et le contre. Ça peut être un investissement d'écrire votre propre fichier DTS, et c'est un truc qui est open source, c'est-à-dire que vous avez un repo GitHub avec l'ensemble des fichiers DTS, là, les add types, et vous pouvez faire des pull requests, rajouter votre propre librairie, etc. Ok, donc j'ai résolu mes problèmes là, de variables globales. J'ai encore ce print stack trace là en fait le print stack trace il était là pour typiquement pendant le jug montrer un exemple de comment on écrit son propre fichier DTS. Là je vais vraiment pas avoir le temps de le faire, donc du coup je vais faire la méthode de gros dégueu où je vais dire que print stack trace en fait c'est un type any. Comme ça le compilateur m'embête plus. Et du coup j'ai mis les choses sous le tapis. Ok. Donc là, du coup, notre truc, il compile plus ou moins au delta près de ce truc-là. Et du coup, on va commencer à refactorer un petit peu notre classe pour voir un petit peu les fonctionnalités offertes par TypeScript. Donc là, il faut commencer à un petit peu comprendre notre code. Alors là, en fait, on est en train de déclarer un service Angular. Peu importe, ça, c'est pas très très important. Le truc qui est important, c'est que notre service Angular, il va retourner cette variable-là, là, workshop logger class, qui est plutôt pas trop mal nommé parce que j'ai quand même fait les choses proprement. Ce workshop logger class, en fait, vous voyez, il a un ensemble de propriétés. Donc c'est un object littéral, d'accord. Donc c'est une accolade ouvrante avec un ensemble de propriétés qui sont des fonctions. Si là dans mon fichier je recherche this, j'ai aucune occurrence de this. Donc ça veut typiquement dire qu'il n'y a pas spécialement d'état qui est géré par ce truc-là. Et donc du coup, je peux considérer que toutes ces méthodes-là, c'est des méthodes statiques. Donc ce workshop logger class, en fait, je peux considérer que c'est une classe. Alors là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça ne va pas durer très longtemps. Hop, et je peux dire hop, que tout est public statique. Alors là, j'ai fait des bêtises. Non, j'ai pas fait de bêtises, c'est bon. Hop, ce qu'il n'aime pas, c'est les accolades virgules. Pof. Et là, normalement... Ouais, ça, c'est mieux. Hop. Ok, donc là, en fait, j'ai refactoré vite fait tout en une classe avec plein de méthodes statiques. Je vais la renommer parce que plus d'intérêt d'avoir cette notion de classe. Là, TypeScript nous l'offre sur un plateau, ce truc-là. Et du coup, si on regarde un peu plus précisément les différentes méthodes, là, on voit qu'à chaque fois, elles font appel à cette méthode un peu utilitaire, qui a l'air d'être plutôt une méthode privée, parce qu'il y a un underscore, qui prend, qui est ici en bas, là, qui prend deux paramètres, log event et data. En fait, c'est un truc qui va prendre le nom du niveau de log et tout un contexte d'exécution. Et du coup, on va commencer à rajouter des types. Hop. Donc là, en fait, j'ai commencé à rajouter un type qui va s'appeler logContext, qui va représenter mes datas. Et du coup, je vais faire un truc qu'on n'a pas vu encore jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle les type alias. Donc quand je suis en train de dire type logContext égale any, je suis en train de dire qu'en fait, dès que je vais utiliser le symbole, enfin le type logContext, le compilateur va faire comme si c'était un type any. Okay, donc là, du coup, tout fonctionne. Là, mes objets, message, interpolated message, etc., ils rentrent dans le type any, donc ça compile. On va préciser un peu les choses maintenant. On va créer en fait une interface qui s'appelle logMessageContext. Hop, pour représenter typiquement notre objet là.
Donc il y a deux paramètres hop, qui sont de type string. Et donc mon log context, en fait, je vous ai dit que c'était un type alias, donc du coup je peux dire que mon log context c'est un log message context. Donc là du coup ces lignes-là compilent bien. Par contre là vous voyez j'ai des trucs là qui sont en plus. Donc, des fois j'ai juste 2 paramètres, et des fois j'en ai 5. Donc on va continuer à décrire un petit peu notre type. Hop, donc ça c'est plutôt des booléennes. Paf. Alors du coup là en ayant décrit ces 3 trucs là, bon cette ligne là elle fonctionne, mais celle-ci elle fonctionne plus parce que j'ai pas mes paramètres. Et du coup en fait en TypeScript, si vos attributs vous les nommez avec un point d'interrogation, ils deviennent optionnels. Donc là du coup lui il fonctionne bien, il matche bien ce type, lui il matche bien ce type, c'est cool. Il reste 2 erreurs. Cette erreur qui est assez simple à fixer, c'est-à-dire que mon trigger register d'observer, je l'ai appelé avec juste un seul paramètre et pas avec le deuxième. Donc ça veut dire que mon paramètre là, lui aussi il est optionnel. Donc je peux mettre un point d'interrogation pour dire c'est un paramètre optionnel. Donc là, cette ligne fonctionne. Et dernier truc, là dans le cas d'un user login, de l'événement user login, j'ai un truc qui n'a vraiment rien à voir avec tout ce qu'on a vu avant. Donc la physionomie de ces datas là n'ont vraiment rien à voir. C'est-à-dire c'est un user et c'est une props. Je considère que c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, j'aurais très bien pu avoir le même comportement et rajouter ces 2 propriétés dans mon log message context, mais du coup, il aurait fallu que je passe message interpreted message en paramètre optionnel, ce que je ne veux pas, parce qu'en fait, quand c'est un log message context, je veux que ces 2 attributs soient vraiment obligatoires. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais si je fais une typo, là, typiquement, il me dit que j'ai une erreur, parce que du coup, ça ne matche plus le type. Et donc du coup, je vais créer une nouvelle interface qui s'appelle log user context. Hop, avec, alors je suis plus en multiline. Hop, et là je vais pas m'embêter, je vais mettre un type any. Ok. Et ce qu'on va utiliser là, c'est une fonctionnalité assez sympa dans TypeScript, c'est les union type. Il y a pas mal de langages qui ont cette fonctionnalité là, qui permet de dire mon log context là, ça sera soit un type log message context, soit un type log user context. Et donc là, du coup, mon user fonctionne. Si je fais une typo là, il me jette pour me dire que ça ne matche aucun des 2 types que j'ai mis en contrainte. Ok. Autre petit refactoring. Là, en fait, on peut voir que c'est ce log event là. Donc en fait, on va introduire un type log event. Hop. Et ça ressemble beaucoup à un enum en fait. C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs possibles et je ne veux pas pouvoir mettre n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai toutes les valeurs possibles qui sont décrites là-haut. Alors, il existe des enums en fait en TypeScript. Juste les utilisez pas parce que c'est vraiment merdique. Enfin, c'est tout pourri. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait les enums en TypeScript, mais c'est tout pourri. Je vous démontre le pourquoi du comment au jug, si vous êtes curieux, mais c'est vraiment tout pourri. Et en fait, il y a une autre solution pour déclarer un enum. Ça va être de... Hop, alors, on va simplifier les choses. Là. Tac, tac. Et on va faire ça. Oula. Je suis en mode... Tac. Tac. Et... paf, 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 paf. En fait, on va encore utiliser les unions types pour dire, en fait, mon type log event, là, je veux que son type, ça soit l'ensemble de ces chaînes de caractères et rien d'autre. C'est-à-dire que si là, si je fais autre chose que log, il me dit, attention, tu as fait une typo. Okay. Donc là, en fait, j'ai fait un enum, j'ai fait un peu comme si j'avais fait un enum, finalement. Par contre, alors ces trucs-là, hein, c'est comme les interfaces, c'est des trucs qui disparaissent au runtime. Hein. Tout ce qu'on est en train de voir là, enfin,
En gros, dès que vous commencez à rajouter de la définition de type, c'est des trucs qui disparaissent au runtime. Donc c'est des enums, mais qui ne sont pas disponibles, que vous ne pouvez pas itérer, par exemple, sur toutes les valeurs possibles de cet enum. Ok, dernier truc. En fait, là, on a un objet un peu particulier. Alors, en fait, je vais en faire une interface de ce truc. Enfin, je vais en faire un type encore, plus exactement, pour vous montrer une fonctionnalité assez récente de TypeScript qui est sortie dans la 2.1 et qui est un truc assez puissant. En fait, là, cet object littéral, là, on est en train de voir que l'ensemble de ses propriétés, c'est finalement l'ensemble de nos log events possibles et pas un de plus et pas quelque chose d'autre. Et pas un de moins, plus exactement. Ce truc-là, en fait, on peut l'exprimer en faisant un truc comme ça. Et où je dis que hop, la valeur, c'est un any. Donc là, je suis en train de dire, ce type-là, ça va être un object littéral qui a pour clé un truc qui est dans le log event et qui a pour valeur un type any, un tableau d'any. Donc ça veut dire que mon truc là, il fonctionne. Si je fais une typo, il me le dit. Si je rajoute un nouveau truc qui n'est pas une nouvelle entrée, qui n'est pas dans les log events, il me le dit. Bon, ça paraît être relativement logique. Et le truc qui est très sympa là-dedans, c'est que si je rajoute maintenant un nouvel event, bah là, il me le dit aussi. C'est-à-dire qu'il va être capable de me dire dans mon code, attention, l'ajout d'un nouvel event a un impact. Il faut que tu le prennes en compte ici. D'accord ? Donc ça, c'est un truc assez intéressant. Et en fait, c'est vraiment votre quotidien avec TypeScript. C'est vraiment que le compilateur il va vraiment vous aider au quotidien. Et c'est vraiment la plus-value que moi j'ai à utiliser TypeScript. C'est que en fait, il y a plein de bugs que j'ai trouvés grâce à TypeScript en refactorant mon code et en utilisant les types, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai au moins donné l'envie d'essayer. Encore une fois, si vous voulez migrer, si vous êtes sous Angular 1 en fait, à des particularités un peu complexes, si vous êtes sur du require.js dès aujourd'hui, la migration TypeScript, ça va être très très simple en fait. Parce que les modules, c'est la même chose. Le problème, c'est Angular 1. Et donc, du coup, allez voir le talk du Jug et j'en parle un peu plus profondément. Merci.